Lecture dédiée à Jean-Claude Delon et ses photocopies. Harriet Beecher Stowe. La case de l'oncle Tom. Illustration en couleur de H. D'Impré. Collection Bleuet numéro 5, SAM, édition Vedette, Monte-Carlo, 1952 pour la présente édition et nulle mention du nom d'un traducteur ou d'une traductrice. Chapitre 1er, où le lecteur fait connaissance avec un homme vraiment humain. Un soir d'une froide année de février, deux hommes étaient assis devant une bouteille vide, dans une salle à manger confortablement meublée, de la ville de L, dans le Kentucky. Pas de domestique autour d'eux. Les sièges étaient fort rapprochés, et les deux hommes semblaient discuter quelques questions de grand intérêt. La discussion était vive entre eux. Voilà comment j'entends arranger l'affaire, disait M. Shelby. De cette façon-là, je ne suis pas M. Shelby, je ne puis pas, reprenait l'autre en élevant un verre de vin entre ses yeux et la lumière. Cependant, Alley, Tom est un rare sujet. Sur ma parole, il vaudrait cette somme par toute la terre, un homme rangé, honnête, capable, et qui fait marcher ma ferme comme une horloge. Honnête, vous voulez dire autant qu'un nègre peut l'être, reprit Alley en se servant un verre d'eau-de-vie. Non, je veux dire réellement honnête, rangé, sensible et pieux. Je lui ai confié depuis tout ce que j'ai, argent, maison, chevaux. Je le laisse aller et venir dans le pays. Toujours et partout, je l'ai trouvé exact et fidèle. Dernièrement, je l'ai envoyé à Cincinnati, seul, pour faire mes affaires et me rapporter $500. Tom, lui dis-je, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me volerez pas. Tom revint. J'en étais sûr. Quelques misérables lui dirent, Tom, pourquoi ne fuis-tu pas? Va au Canada. Ah, je ne puis pas, répondit-il. Mon maître a eu confiance en moi. On m'a redit ça. Je suis fâché de me séparer de Tom, je dois l'avouer. Allons, ce sera la balance de notre compte, allez. Ce sera cela, si vous avez un peu de conscience. J'ai autant de conscience qu'un homme d'affaires peut en avoir pour jurer dessus, dit le marchand, en manière de plaisanterie. Et je suis prêt à tout ce qui est raisonnable pour obliger mes amis. Mais les temps sont durs, vraiment trop durs. Le marchand poussa quelques soupirs de componction et se versa une nouvelle rasade d'eau-de-vie. Eh bien, allez, quelles sont vos dernières conditions? Dit Shelby après un moment de pénible silence. N'avez-vous pas quelque chose, fille ou garçon, à me donner par-dessus le marché avec Tom? Viens ça, maître Corbeau, dit M. Shelby en sifflant, et il lui jeta une grappe de raisin. Allons, attrape. L'enfant bondit de toute la vigueur de ses petits membres et saisit sa proie. Le maître riait. Viens ici, Jim. L'enfant s'approcha. Le maître caressa sa tête bouclée et lui tapota le menton. Maintenant, Jim, montre à ce gentleman comme tu sais danser et chanter. L'enfant commença une de ces chansons grotesques et sauvages assez communes chez les nègres. Sa voix était claire et d'un timbre sonore. Il accompagnait son chant de mouvements vraiment comiques, de ses mains, de ses pieds, de tout son corps. Tous ces mouvements se mesuraient exactement au rythme de la chanson. Bravo, dit Haley, en lui jetant un quartier d'orange. Maintenant, Jim, marche comme le vieux père Cudjokes, quand il a son rhumatisme. À l'instant, les membres flexibles de l'enfant se déjetèrent et se déformèrent. Une bosse s'éleva entre ses épaules et, le bâton de son maître à la main, mimant la vieillesse douloureuse sur son visage d'enfant, il boita si fort en trébuchant de droite à gauche comme un octogénaire. Les deux hommes riaient aux éclats. À présent, Jim, dit le maître, montre-nous comment le vieux Eldek Bobbens chante à l'église. L'enfant allongea démesurément sa face ronde et, avec une imperturbable gravité, commença une psalmodie nasillarde. Hurrah! Bravo! Quel gaillard! Fit Haley. Marché conclu. Parole donnée. Il appuya la main sur l'épaule de Shelby. Je prends ce garçon et tout est dit. Ne suis-je pas arrangeant? Hein? Pardon, monsieur. Je venais chercher Henri. L'enfant s'élança vers elle en montrant le butin qu'il avait rassemblé dans un pan de sa robe. Eh bien alors emmenez-le, dit M. Shelby.
Elle sortit rapidement en l'emportant sur son bras. Par Jupiter, s'écria le marchand, voilà un bel article. Vous pourrez avec cette fille faire fortune à Orléans quand vous voudrez. J'ai vu compter des 1000 pour des filles qui n'étaient pas plus belles. Je n'ai pas besoin de faire ma fortune avec elle, reprit sèchement M. Shelby, et, pour changer le cours de la conversation, il fit sauter le bouchon d'une nouvelle bouteille, sur le mérite de laquelle il demanda l'avis de son compagnon. Et le marchand a continué. Je vais y réfléchir et en parler avec ma femme, dit M. Shelby. Cependant, allez, si vous voulez que cette affaire soit menée avec la discrétion dont vous parlez, ne laissez rien transpirer dans le voisinage. Le bruit s'en répandrait parmi les miens, et je vous déclare qu'il ne serait pas facile alors de les calmer. Motus, je vous le promets. Mais en même temps, je vous déclare que je suis diablement pressé, et qu'il faut que je sache le plus vite possible sur quoi je puis compter. Il se leva et mit son pardessus. Faites-moi demander ce soir entre 6 et 7 heures, dit M. Shelby, et vous aurez ma réponse. Le marchand salua et sortit. Dire que je ne puis pas le jeter de haut en bas de l'escalier, pensa M. Shelby quand il vit la porte bien fermée. Quelle impudente effronterie. Il connaît ses avantages. Ah, si l'on m'eût dit qu'un jour j'aurais été obligé de vendre Tom à un de ces damnés marchands, j'aurais répondu, votre serviteur est-il un chien pour en agir ainsi? Et maintenant, cela doit être, je le vois. Et l'enfant d'Élisa. Je vais avoir maille à partir avec ma femme à ce sujet-là. Et pour Tom aussi. Oh, les dettes, les dettes. Le drôle sait ses avantages. Il en profite. M. Shelby était une bonne patte d'homme, une nature facile et tendre, portée à l'indulgence envers tous ceux qui l'entouraient. Il ne négligeait rien de ce qui pouvait contribuer à la santé et au bien-être des nègres de sa possession. Mais il s'était jeté dans des spéculations aveugles. Il était engagé pour des sommes considérables. Ses billets étaient entre les mains de Halley. Voilà qui expliquait la conversation précédemment rapportée. Élisa, en approchant de la porte, en avait assez entendu pour comprendre qu'un marchand faisait des offres pour quelque esclave. Elle aurait bien voulu rester à la porte pour écouter davantage, mais au même instant, sa maîtresse l'appela. Il fallut bien partir. Elle crut cependant comprendre qu'il s'agissait de son enfant. Pouvait-elle s'y tromper? Son cœur se gonfla et battit bien fort. Elle serra involontairement l'enfant contre elle d'une si vive étreinte que le pauvre petit se retourna, tout étonné, pour regarder sa mère. Élisa, mais qu'avez-vous aujourd'hui, ma fille? Dit la maîtresse en la voyant prendre un objet pour l'autre, renverser la table à ouvrage et lui présenter une camisole de nuit au lieu d'une robe de soie qu'elle lui demandait. Élisa s'arrêta tout d'un coup. Oh, madame, dit-elle en levant les yeux au ciel. Puis, fondant en larmes, elle se laissa tomber sur une chaise et sanglota. Eh bien, Élisa, mon enfant, mais qu'avez-vous donc? Oh, madame, madame, il y avait un marchand qui parlait dans la salle avec monsieur. Je l'ai entendu. Eh bien, folle, quand cela serait? Ah, madame, croyez-vous que monsieur voudrait vendre mon Henri? Et la pauvre créature se rejeta de nouveau sur la chaise avec des sanglots convulsifs. Eh non, sotte créature, vous savez bien que votre maître ne fait pas d'affaires avec les marchands du Sud, et qu'il n'a pas l'habitude de vendre ses esclaves tant qu'ils se conduisent bien. Et puis, folle que vous êtes, qui voudrait donc racheter votre Henri? Et pourquoi faire? Pensez-vous que l'univers ait pour lui les mêmes yeux que vous? Allons, sèche tes larmes, accroche ma robe et coiffe-moi. Tu sais, ces belles tresses par derrière, comme on t'a montré l'autre jour. Et n'écoute jamais aux portes. Non, madame, mais vous ne consentirez pas à ce que... Quelle folie! Et non, je ne consentirai pas. Pourquoi revenir là-dessus? J'aimerais autant voir vendre un de mes enfants à moi. Mais en vérité, Elisa, vous devenez un peu orgueilleuse aussi de ce petit bonhomme. On ne peut pas mettre le nez dans la maison que vous ne pensiez que ce soit pour l'acheter. Rassurée par le ton même de sa maîtresse, Élisa l'habilla prestement et finit par rire de ses propres craintes. Madame Shelby était une nature supérieure, comme sentiment et comme intelligence. Son mari, qui ne faisait profession d'aucune religion plus particulièrement, avait la plus grande déférence pour la religion de sa femme. Sans croire très fermement à la réversibilité des mérites des saints, il laissait assez voir qu'à son avis, sa femme était bonne et vertueuse pour deux, et qu'il espérait gagner le ciel avec le surplus de ses vertus. Ceci le dispensait de toute prétention personnelle. Madame Shelby, ignorant complètement les embarras de son mari, et le sachant très bon au fond,
avait été sincèrement incrédule devant les craintes d'Élisa. Elle ne s'en occupa même plus. Elle se préparait à une visite pour le soir. Le reste lui sortit complètement de la tête. Chapitre 2. La mère. Élevée depuis l'enfance par sa maîtresse, Élisa avait toujours été traitée en favorite, que l'on gâte un peu. Ceux qui ont voyagé dans le sud de l'Amérique ont pu remarquer l'élégance raffinée, la douceur de voix et de manière qui semble être le don particulier de certaines mulâtresses. Ces grâces naturelles des Carteronnes sont souvent unies à une beauté vraiment éblouissante et presque toujours rehaussée par des agréments personnels. Elle avait été mariée à un homme de sa condition, habile et beau, vivant sur une possession voisine. Il s'appelait George Harris. George lui fit les honneurs de la fabrique, lui montra sa machine et, un peu exalté par les éloges, parla si bien, se montra si grand, parut si beau, que son maître commença d'éprouver le sentiment pénible de son infériorité. Quel besoin avait donc son esclave de parcourir le pays, d'inventer des machines et de lever la tête parmi les gentlemen? Il fallait y mettre ordre, il fallait le ramener chez lui, le mettre à creuser et à bêcher la terre. On verrait alors s'il serait aussi superbe. Le fabricant et tous les ouvriers furent donc grandement étonnés d'entendre cet homme demander le compte de Georges, qu'il voulait, disait-il, reprendre immédiatement. Mais, monsieur Harris, disait le fabricant, n'est-ce point une résolution bien soudaine? Qu'importe, n'est-il pas à moi? Nous consentirons volontiers à élever le prix. Ceci n'est pas une raison. Je n'ai plus besoin de louer mes ouvriers quand cela ne me plaît pas. Mais, monsieur, il semble tout particulièrement propre aux fonctions. Possible. Je gagerais bien qu'il n'a jamais été aussi propre aux travaux que je lui ai confiés. Et puis, dit assez maladroitement un des ouvriers, songez à la machine qu'il a inventée. Ah oui, une machine pour épargner la peine, n'est-ce pas? C'est cela qu'il a inventé, je gage. Il n'y a qu'un nègre pour inventer cela. Ne sont-ils point eux-mêmes des machines? Non, il partira. Cédez, Georges. Allez avec lui maintenant. Nous tâcherons de vous reprendre. Le tyran remarqua ce chuchotement. Il en comprit le sens, quoiqu'il n'en pût entendre les paroles, et il ne s'en affermit que davantage dans sa résolution de conserver tout pouvoir sur sa victime. Georges fut ramené à l'habitation et employé aux plus grossiers travaux de la ferme. Il put sans doute s'abstenir de toute parole irrespectueuse, mais l'œil rempli d'éclairs, mais le front sombre et troublé. N'est-ce point là un langage aussi, un langage auquel on ne saurait imposer silence? Signe trop visible qu'on ne peut faire de l'homme une chose. Pendant 1 ou 2 années, Élisa vit son mari assez fréquemment. Rien n'interrompit leur bonheur que la perte de 2 enfants en bas âge, auxquels elle était passionnément attachée. Elle mit une telle vivacité dans sa douleur qu'elle s'attira les douces remontrances de sa maîtresse, qui voulait, avec une sollicitude toute maternelle, contenir ses sentiments naturellement passionnés, dans les limites de la raison. Cependant, après la naissance du petit Henri, elle s'était peu à peu calmée et apaisée. Tous ses liens saignant de l'attention, tous ses nerfs frémissants s'enlacèrent à cette petite vie et retrouvèrent leur puissance et leur force. Élisa fut donc une heureuse femme, jusqu'au jour où son mari fut violemment arraché de la fabrique et ramené sous le joug de fer de son possesseur légal. Le manufacturier, fidèle à sa parole, alla rendre visite à M. Harris 1 semaine ou 2 après le départ de Georges. Il espérait que le feu de la colère serait éteint. Il ne négligea rien pour obtenir qu'on lui rendît l'esclave. Ne prenez pas la peine de m'en parler davantage, répondit Harris d'un ton brusque et irrité. Je sais ce que j'ai à faire, monsieur. Je comprends, monsieur. J'ai surpris l'autre jour vos menées et vos chuchotements. Mais on ne m'en impose pas de cette façon-là, monsieur. Nous sommes dans un pays libre, monsieur. L'homme est à moi. J'en fais ce que je veux. Voilà. Ainsi s'évanouit la dernière espérance de Georges. Il n'a plus maintenant devant lui qu'une vie de travail et de misère, rendue plus amère encore par toutes les taquineries et toutes les vexations à coups d'épingle d'une tyrannie inventive. Chapitre 3. Époux et père. Madame Shelby était partie. Élisa se tenait sous la véranda. Triste, elle suivait de l'œil la voiture qui s'éloignait. Une main se posa sur son épaule. Elle se retourna, et un brillant sourire illumina son visage. Georges, est-ce vous? Vous m'avez fait pleurer. Oh, je suis si heureuse de vous voir. Madame est absente pour toute la soirée. Venez dans ma petite chambre. Nous avons du temps devant nous.
En disant ces mots, elle l'attira vers une jolie petite pièce ouvrant sur le vestibule, où elle se tenait ordinairement, occupée à coudre et à porter de la voix de sa maîtresse. Oh, je suis bien heureuse, mais pourquoi ne souris-tu pas? Regarde Henri comme il grandit. Cependant, l'enfant jetait sur son père des regards furtifs à travers les boucles de ses cheveux épars et se cramponnait aux jupes de sa mère. N'est-il pas beau? Dit Élisa, en relevant ses longues boucles et en l'embrassant. Je voudrais qu'il ne fût jamais né, dit Georges amèrement. Je voudrais n'être jamais né moi-même. Surprise et effrayée, Élisa s'assit, appuya sa tête sur l'épaule de son mari et fondit en larmes. Mais lui, d'une voix bien tendre, c'est mal à moi, Élisa, de vous faire souffrir ainsi, pauvre créature. Oh, c'est bien mal. Pourquoi m'avez-vous connue? Vous auriez pu être heureuse. Georges, Georges, pouvez-vous parler ainsi? Quelle si terrible chose vous est donc arrivée? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons pourtant été heureux jusqu'ici. Oui, cher, nous avons été heureux, dit Georges. Alors, prenant l'enfant sur ses genoux, il regarda fixement ses yeux noirs et fiers, et passa ses mains dans les longues boucles flottantes. C'est votre portrait, Lizzie, et vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue, et la meilleure que j'ai désiré voir. Et cependant, je voudrais que nous ne nous fussions jamais vus. Oh, Georges, comment pouvez-vous? Oui, Élisa, tout est misère, misère, misère. Ma vie est misérable comme celle du ver de terre. La vie me dévore. Je suis un pauvre esclave perdu, abandonné. Je vous entraîne dans ma chute. Voilà tout. Pourquoi essayons-nous de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'être quelque chose? À quoi bon la vie? Je voudrais être mort. Oh, maintenant, mon cher Georges, voilà qui est vraiment mal. Je sais combien vous avez été affligé de perdre votre place dans la fabrique. Je sais que vous avez un maître bien dur, mais je vous en prie, prenez patience. Peut-être que... Patience, s'écria-t-il en l'interrompant. N'en ai-je pas eu de la patience? Ai-je dit un mot quand il est venu et qu'il m'a enlevé sans motif de cette maison où tous était bon pour moi? Je lui abandonnais tout le profit de mon travail et tous disaient que je travaillais bien. Oh, cela est affreux, dit Élisa. Mais après tout, il est votre maître, vous savez. Oh, Georges, vous m'effrayez. Je ne vous ai jamais entendu parler ainsi. J'ai peur que vous fassiez quelque chose de terrible. Je comprends ce que vous éprouvez, mais prenez garde, Georges, pour l'amour de moi et pour Henri. J'ai été prudent et j'ai été patient, mais de jour en jour le mal empire. La chair et le sang ne peuvent en supporter davantage. Chaque occasion qu'il peut saisir de me tourmenter et de m'insulter, il la saisit. Je croyais qu'il me serait possible de bien travailler et de vivre en paix et d'avoir un peu de temps pour lire et m'instruire en dehors des heures de travail. Non. Plus je puis porter, plus il me charge. Il affirme que, bien que je ne dise rien, il voit que j'ai le diable au corps et qu'il veut le faire sortir. Eh bien oui, un de ces jours, ce diable sortira, mais d'une façon qui ne lui plaira pas, ou je serai bien trompé. Oh cher, que ferons-nous? Dit Élisa tout en pleurs. Le front de l'esclave s'assombrit. Une flamme passa dans ses yeux. Sa femme trembla. Qui a fait cet homme mon maître? Murmurait-il encore. Voilà ce que je veux savoir. Mais, dit Élisa tristement, j'ai toujours cru que je devais obéir à mon maître et à ma maîtresse. Vous pouvez avoir raison en ce qui vous concerne. Ils vous ont élevé comme leur enfant, nourri, habillé, bien traité, instruite. Cela leur donne des droits. Mais moi, coup de pied, coup de poing, insultes et jurons, abandon parfois. C'était mon meilleur lot. Voilà ce que je leur dois. J'ai payé mon entretien au centuple. Mais je ne veux plus souffrir, non, je ne veux plus. Et il ferma le poing, en fronçant le sourcil d'un air terrible. Élisa tremblait et se taisait. Elle n'avait jamais vu son mari dans un tel état. Et toutes ses théories de douce persuasion pliaient comme un roseau dans l'orage de ses passions. Vous savez, reprit Georges, ce petit chien, Carlo, que vous m'avez donné. C'était toute ma joie. La nuit, il dormait avec moi. Le jour, il me suivait partout. Il me regardait avec tendresse, comme s'il eût compris ce que je souffrais. L'autre jour, je le nourrissais de quelques restes ramassés pour lui à la porte de la cuisine. Le maître nous vit et dit que je nourrissais un chien à ses dépens, qui ne pouvait souffrir que chaque nègre eût ainsi son chien, et il m'ordonna de lui attacher une pierre au cou et de le jeter dans l'étang. Oh, Georges, vous ne l'avez pas fait? Moi? Non, mais lui, il l'a fait.
lui et Tom assommèrent à coups de pierre la pauvre bête qui se noyait. Carlo me regardait tristement, s'étonnant que je ne vinsse pas le sauver. J'eus le fouet pour n'avoir pas obéi. Qu'importe. Mon maître saura que je ne suis pas de ceux que le fouet assouplit. Mon jour viendra, qu'on y prenne garde. Oh, notre maître à nous est si bon. Oui, mais qui sait? Il peut mourir, et l'enfant peut être vendu on ne sait à qui. À quoi lui sert d'être si beau, si vif, si brillant? Je vous le dis, Élisa, un glaive vous percera l'âme pour chaque grâce ou chaque qualité de votre enfant. Il vaudra trop pour qu'on vous le laisse. Non, pensa-t-elle, son fardeau est déjà assez lourd, pauvre cher homme. Non, je ne lui dirai rien. Mais puis ce n'est pas vrai. Ma maîtresse ne m'a jamais trompé. Allons, Élisa, mon enfant, dit le mari tristement. Du courage et adieu. Je m'en vais. T'en aller, t'en aller. Et où vas-tu, Georges? Au Canada, dit-il en maîtrisant son émotion. Et quand je serai là, je vous achèterai. C'est le dernier espoir qui nous reste. Vous avez un bon maître, il ne refusera pas de vous vendre. Je vous achèterai, vous et l'enfant. Oh, malheur! Et si vous étiez pris? Je ne serai pas pris, Élisa. Je mourrai auparavant. Je serai libre ou mort. Vous ne vous tuerez pas vous-même. Ce n'est pas nécessaire. Ils me tueront assez vite. Mais ils ne me livreront pas vivant aux marchands du Sud. Georges, pour l'amour de moi, soyez prudent. Ne faites rien de mal. Ne portez pas les mains ni sur vous ni sur autrui. Vous êtes bien tenté, oh, bien trop. Mais résistez, soyez prudent. Oui, oui, Élisa. Mais écoutez mon plan. Mon maître s'est mis dans la tête de m'envoyer de ce côté avec une note pour M. Simner, qui demeure à 1 mille plus loin. Il s'attend que je viendrai ici pour compter mes peines. Il se réjouit de penser que j'apporterai quelque ennui chez les Shelby. Cependant, je m'en retourne tout résigné comme si c'était chose terminée. J'ai quelques préparatifs à faire. On m'aidera, et dans 8 jours, je serai du nombre de ceux qui manquent à l'appel. Allons, adieu, dit Georges en prenant les mains d'Élisa et en fixant ses yeux sur ceux de la jeune femme. Ils se tinrent un moment silencieux, puis il eut les dernières paroles, les sanglots et les larmes amères. Ce sont là des adieux comme en savent faire ceux dont l'espérance du revoir est suspendue à un fil léger comme la trame de l'araignée. Le mari et la femme se séparèrent. Sans l'oncle Tom, y a pas d'Amérique. Luther King a chanté. Lecture Grégory Proch. Musique Sans l'oncle Tom, Karen Cheryl, 4 juillet 2026. Retrouvez cette lecture et quelques autres sur la chaîne Grégory Proch. Quelques paroles